bonjour à tous. Je pense que sans micro, vous devez m'entendre au fond de la salle. Ok. Donc, écoutez, je voulais remercier en fait les organisateurs de cette journée. C'est vraiment un honneur pour moi d'être devant vous pour vous parler en fait d'Emarina. Alors, Emarina, c'est une société de biotechnologie que j'ai créée en mars 2007. Alors, moi, mon parcours, j'ai fait 15 ans de CNRS et j'ai quitté en fait le CNRS pour valoriser les fruits de la recherche fondamentale. Et vous allez voir, on a trouvé une molécule qui pourrait être un analogue en fait à l'hémoglobine, en fait de l'hémoglobine universelle. Et je vais vous parler aujourd'hui de cette hémoglobine d'origine marine, puisqu'on va la trouver chez des vers marins, et qui est utilisée aujourd'hui dans des développements autour des pathologies de type anémique et ischémique. Alors la société, donc c'est une spin-off, ce qu'on appelle spin-off, start-up, en fait, qui est issue du CNRS et de l'université Pierre et Marie Curie. Tout ça, ça a été trouvé en fait à Roscoff, qui est à une soixantaine de kilomètres d'ici. Et aujourd'hui, donc, on développe cette molécule dans des applications vraiment médicales, 3 applications médicales, dont je vais vous décrire brièvement, et des applications industrielles autour de cette molécule. On a créé tout ça de zéro, de la feuille blanche, issue de la recherche fondamentale. Aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes. On a une unité de production de nos organismes marins à Noirmoutier, on a une entité à Boston, et on a vraiment un très fort réseau en fait, de partenariats CNRS, INSERM, Établissement français du sang et pas mal de collaborations ici avec le CHU de Brest. Et on est aussi membre de plusieurs pôles de compétitivité, donc pôle mer Bretagne Atlantique et Atlant-Pôle Biothérapie localisé sur Nantes. Alors la molécule, la voici, donc c'est une molécule que l'on va trouver, c'est une molécule que l'on va trouver chez un ver marin que l'on appelle l'arénicole, Arenicola marina. C'est une espèce qui date de 450 millions d'années, qui colonise les plages. Vous voyez, en vous baladant sur les plages, des petits tortillons de sable, en dessous, il y a un ver marin. Et ce ver, en fait, a la particularité d'avoir un système vasculaire qui contient, en fait, cette molécule. Cette molécule, c'est une hémoglobine extracellulaire qui est composée de 156 chaînes de globine de type alpha, bêta, pontées, avec une très très forte homologie, puisqu'il y a plus de 95% d'homologie avec les chaînes d'hémoglobine humaine. Et à l'intérieur, en fait, de cette molécule, il y a des chaînes de structure qui confère à la molécule une activité superoxyde dismutase. Donc tout ce que vous allez pouvoir trouver dans le globule rouge, méthémoglobine réductase, superoxyde dismutase, ici ça a évolué avec la molécule. Donc une très très grande résistance à l'auto-oxydation. Donc dans le sang de cet animal, il y a 90% du sang qui est composé de cette molécule-là, qui circule en fait dans les vaisseaux de ce ver marin. Donc on connaît parfaitement la molécule, ça c'est pas un dessin d'artiste, c'est vraiment de la cryomicroscopie. C'est une nanoparticule qui fait 3,6 millions de Dalton. Elle est composée, comme je vous le disais, de 156 chaînes de globine, des chaînes de structure qui confèrent à la molécule une activité superoxyde dismutase. Et contrairement à nos hémoglobines qui fonctionnent avec des cofacteurs comme le 2,3-DPG, ici cette molécule fonctionne d'une façon hyper simple, hyper archaïque, dans un simple gradient de pression partielle en oxygène. La molécule est caractérisée par une P50 et elle fonctionne en fait entre la PO2 d'un tissu, la PO2 de l'air ou la P50 en fait de la molécule. Donc, il y a des cristaux, on connaît vraiment la molécule du gène en fait, à la structure quaternaire de cette protéine. Alors, comment on extrait ces molécules? Tout ça, ça a commencé sur la plage, en allant chercher des vers en fait, sur la zone de balancement des marées. Aujourd'hui, bien évidemment, on ne fait plus ça. On élève en fait, notre matière première dans un environnement complètement tracé et contrôlé. Et donc, on part, en fait, c'est de la biotechnologie au départ. Hein, on fait de la fécondation in vitro. Ces vers, les sexes chez ces vers sont séparés, on prend les gamètes, on prend des ovocytes, des spermatozoïdes, on fait des larves et on ensemence des bassins. Vous avez une ferme ici donc, qui fait à peu près 200 tonnes à l'année en fait, de cette matière première. Et cette matière première, c'est le départ de nos recherches, puisque ensuite, on envoie cette matière première dans des établissements pharmaceutiques. On travaille aujourd'hui avec le LFB, donc le laboratoire français de biotechnologie qui fragmente le sang issu en fait, de l'établissement français du sang. Et on obtient à la fin en fait, des produits qui sont soit des poches sous forme liquide, soit en fait ce qui intéresse beaucoup le domaine militaire, c'est de l'hémoglobine lyophilisée. Aujourd'hui, on est capable en fait de lyophiliser cette molécule et de la reconditionner avec de l'eau pharmaceutique pour pouvoir la transporter sous forme sèche, en fait sur notamment ce qui intéresse beaucoup en fait les militaires américains sur les champs de bataille pour pouvoir transfuser en fait des militaires sur un champ de bataille. Donc la technologie, en fait, permet différentes applications, mais le dénominateur commun, c'est comment j'apporte de l'oxygène à un tissu, à un organe, à un organisme ou à des cellules en milieu de culture cellulaire. Donc on a énormément d'applications. Aujourd'hui, on travaille sur 3 applications majeures. La préservation des greffons en attente de transplantation, je vous en parlerai.
Le substitut sanguin, alors j'aime pas ce terme-là parce qu'on ne fait pas du sang total, hein, on remplace uniquement le globule rouge dans tout ce qui est trauma, brain injury, AVC, donc ça c'est développé avec l'US Navy aux États-Unis, et tout ce qui est maladie de type plaie chronique, donc dans un cadre en fait du syndrome du pied diabétique, et des applications plus dans la culture cellulaire. Donc la préservation d'organes, ben, je pense que vous connaissez tous. Donc tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est breveté. Il y a 21 familles de brevets en fait, qui protègent l'ensemble de la techno. Mais venant en fait, du CNRS, tout ce que je vous dis, c'est publié. Vous faites Medline, vous Arrêt Nicolas Marina ou Hémoglobine, vous allez trouver toutes ces publications. Donc aujourd'hui, il y a deux façons de préserver un greffon. Et vous savez que c'est à chaque fois une course contre la montre. Donc lorsqu'on va prélever un greffon chez un donneur, au moment où on va le transplanter chez un receveur, il faut aller très vite. On parle de 12 heures en fait, pour un rein, de 4 à 6 heures en fait, pour un cœur ou pour un poumon. Aujourd'hui, il y a deux façons de faire. C'est la méthode statique. On va tremper le greffon dans une solution en bleu ici, qui est ni plus ni moins que de l'eau, du sel et des colloïdes. On descend la température pour descendre le métabolisme de l'organe et on va aller le plus vite possible en fait, au bloc opératoire pour le retransplanter. Il y a la fonction aussi pulsative avec les machines de perfusion des organes. Ça, l'Agence de biomédecine, depuis 2006, a autorisé à prendre des greffons sur des personnes en arrêt cardiaque. Et donc ces greffons doivent passer absolument sur ces machines, entre guillemets, pour les reconditionner, pour voir si on est capable en fait, de les retransplanter. Et donc l'intérêt de notre molécule, c'est qu'on peut mettre notre molécule à l'intérieur de ces solutions et donc augmenter considérablement la durée de vie des greffons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, par exemple, pour un rein, les cellules de rein, on est passé de 12 heures à quasiment une semaine de préservation d'un greffon. Aujourd'hui, vous avez entendu parler de la greffe d'organes, c'est un véritable problème de santé publique. On parle d'à peu près 18 000 patients sur liste d'attente, 400 à 500 personnes décèdent par an par manque de greffons. Nous, cette technologie pourrait augmenter le pool des greffons disponibles en prenant des greffons qui ne sont pas greffables aujourd'hui et pouvoir les transplanter. Donc, vous avez en fait aujourd'hui tout ce qui a été montré, en fait, ça a été fait sur des animaux, hein, sur des transplantations, sur des modèles porcins. Ici, vous avez le schéma classique. En fait, on prend une solution ici clinique, on mélange notre produit à l'intérieur. Les chirurgiens prélèvent un des reins en fait, de l'animal, ils le conservent 24 heures à 4 degrés Celsius et ils le retransplantent au bout de 24 heures. Vous avez ici les résultats donc, obtenus sur ces essais précliniques. Donc vous avez ici une solution que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Viaspan, UW, Université de Wisconsin. On met en fait les organes en fait, dans cette solution, on s'aperçoit qu'un mois après la transplantation, il n'y a pas un retour normal de la créatinémie, alors que lorsque l'on met notre produit à l'intérieur de ces solutions, il y a immédiatement en fait, une reprise de fonction en fait, du greffon. Les chirurgiens qui ont utilisé ce produit disent 1 heure après la transplantation, il y a émission d'urine en fait, par le greffon. On a montré également que ça diminuait les phénomènes de fibrose et de nécrose en fait, liés à l'oxygénation des greffons, parce que même si on descend le métabolisme d'un greffon, il a toujours besoin d'oxygène, et le but c'est de délivrer de l'oxygène d'une façon complètement contrôlée, pour éviter tout ce qui est dommage oxydatif et stress oxydatif au greffon. Aujourd'hui, donc, le dossier a été déposé à la NSM. Ce produit, donc, nous, on le considère comme un dispositif médical de classe 3. Il y a un PHRC national qui a été obtenu. Donc, le projet s'appelle Oxiop. Il y aura un essai qui va démarrer, on l'espère, en fait, au mois de septembre-octobre, sur 60 patients en insuffisance rénale terminale. C'est mis en place, en fait, par la DRCI de Brest. Et les sponsors, c'est Yann Lemeur, en fait, ici, sur place, et Benoît Barou, en fait, qui est président de la Société française de transplantation et qui est basé, en fait, à la Salpêtrière à Paris. Il y a 6 centres qui seront impliqués, en fait, dans cette étude. La plaie chronique, en fait, c'est exactement la même chose. C'est comment je vais oxygéner cette plaie pour pouvoir, en fait, augmenter la vitesse de cicatrisation. Et donc, aujourd'hui, ces plaies, il n'y a aucun traitement particulier. On va mettre ces patients dans des caissons hyperbares. Ici, on a la chance d'en avoir à Brest, mais il n'y en a pas partout, pour augmenter en fait, la PO2 de l'air, pour aller oxygéner en fait, la plaie au niveau du pied. Nous, ce que l'on a inventé, en fait, c'est une sorte de caisson hyperbare dans un pansement, puisqu'on intègre en fait, nos molécules à l'intérieur en fait, de matrice qui est ici, en fait, dans l'occurrence de l'alginate, des hydrocolloïdes, et en fait, ça fonctionne dans un gradient. Vous avez la plaie là, qui va consommer en fait, de l'oxygène dû aux cellules qui vont s'amplifier pour cicatriser en fait, la plaie, et la PO2 de l'air. Et donc, on a une sorte d'entonnoir en fait, sur la plaie qui va envoyer en fait, de l'oxygène à un endroit précis de la plaie et augmenter considérablement la vitesse de cicatrisation. On parle aujourd'hui de 3 à 4 semaines en fait, de cicatrisation, en fait, de vitesse de cicatrisation augmentée par rapport à des standards. Donc ce produit-là, c'est un dispositif médical également de classe 3 et il est en train d'être licencié à un des leaders en fait, du pansement.
On a été contacté également par le domaine dentaire, notamment, alors là, utiliser l'oxygène pour nettoyer les poches parodontales. Et donc c'est exactement la même chose, c'est une déclinaison du pansement. On a une seringue à 2 étages avec la molécule, la matrice et le catalyseur qui va mettre un gel pour aller remplir ces poches parodontales et aller éliminer les grammes négatifs. Dans le transporteur d'oxygène universel, donc ça c'est ce qu'on appelle communément, vous avez entendu parler, même si je déteste ce terme, c'est substitut sanguin, sang artificiel, tout ce que vous avez entendu écrit dans la presse. En fait, on essaye uniquement de refaire, en fait, de reconstituer la fonction du globule rouge. Donc pareil, tout ce que je vous dis, c'est publié. Vous avez un tas de publications en fait, que vous pouvez retrouver sur Medline ou sur les moteurs de recherche. Aujourd'hui, ce produit, il est utilisé pour 2 types d'applications. L'anémie aiguë et chronique. Donc il y a en fait l'ischémie cardiaque, l'ischémie cérébrale, tout ce qui est drépanocytose. Aujourd'hui, on a un tas de collaborations avec un tas d'académiques en fait en France, aux États-Unis, dans le monde. Et notamment, donc, ce produit est aujourd'hui en train d'avancer avec un partenariat qu'on a avec l'US Navy sur le trauma brain injury, l'AVC en fait. Et aujourd'hui, le problème du militaire sur un champ de bataille, c'est pas forcément le choc hémorragique par balle, c'est les explosions qui vont créer des effets de blast en fait au niveau de la boîte crânienne et créer des œdèmes cérébraux. Et aujourd'hui, on a passé en fait la première barre avec l'US Navy et un deuxième projet qui est en train de se mettre en place avec eux. Donc, je vais passer très vite sur les résultats, mais on a montré que ce produit, en fait, n'induisait pas d'augmentation du rythme cardiaque ou de la pression artérielle. Aujourd'hui, vous avez probablement entendu substitut sanguin de première génération, deuxième génération. Aujourd'hui, on est le seul produit dans le monde qui a les effets en fait, délétères en fait, de ces produits-là. C'était de la vasoconstriction, de l'hypertension artérielle. On est le seul produit qui a passé tous les stades en fait, de validation et qui a montré en fait, l'absence de vasoconstriction au niveau en fait, de l'injection par voie IV en fait, de ce produit-là. On a montré que ce produit-là n'était pas immunogène, pas allergène. Ça a été fait notamment par le CRO Biotrial en fait, sur Rennes. Aujourd'hui, donc, bon, je vais passer vite sur ces... Mais on a montré que ce produit était efficace, non toxique, et donc il est dans la phase de développement préclinique, et on espère l'amener en phase 1 en fait, à fin 2016, début 2017. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez un animal de laboratoire, que ce soit un chien, un rat, etc., vous lui enlevez complètement son sang, donc jusqu'à 80% en fait, d'hémorragie. Vous remplissez en fait ces animaux par du sang de verre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il ne se passe absolument rien. On a gardé une cohorte pendant 1 an où on a retransfusé régulièrement en fait, ces animaux et il n'y a pas d'effet délétère en fait, de cette molécule. On a également montré, donc ça c'est dans le domaine de la cancéro, mais nous on voulait en fait une preuve de concept d'oxygénation des tissus. On a fait ça avec l'Institut Gustave Roussy en fait à Villejuif. On a une tumeur hypoxique en fait qui est sur la gauche ici. On injecte en fait par voie IV en fait cette molécule et ce que l'on voit c'est que l'on diminue considérablement la taille de la tumeur et les médecins en fait qui ont travaillé sur cette technologie c'était d'utiliser la radiothérapie pour aller créer des ions superoxydes liés à l'oxygène lié sur cette molécule-là pour aller détruire la tumeur en son centre. Et aujourd'hui, on a également des brevets en fait, sur cette molécule et sur ces applications-là. On a montré que la molécule était efficace à très faible concentration, 60 mg à 600 mg par kilo. Ça suffit en fait, pour oxygéner tout un organisme après un choc hémorragique. On a également montré avec l'armée américaine que ça a oxygéné, donc ça c'est des datas qui vont être publiées prochainement. Donc on a montré que par rapport au contrôle, quand on injecte en fait, cette molécule chez un rat dans lequel, en fait, sur lequel on a créé en fait, un trauma, on oxygène considérablement en fait, le cerveau. Et le but c'est d'avoir une période d'1 heure pour pouvoir amener le militaire en fait, à l'arrière pour pouvoir le traiter en fait, dans un centre hospitalier et pouvoir transfuser, en fait, appliquer ce produit vraiment sur un champ de bataille. On a montré ici avec une collaboration qu'on a avec l'unité du professeur Ferrec, et là c'est Tristan Montier. Donc on a marqué la molécule par des fluorochromes, on s'aperçoit que la molécule circule partout dans l'animal, que la demi-vie de ce produit-là c'est à peu près 2 jours et demi, donc il disparaît totalement au bout de 5 jours, donc c'est vraiment un produit que l'on destine à des problématiques d'urgence. Alors maintenant pour la culture cellulaire, c'est la dernière application que je vais vous parler et principalement sur ce que l'on est en train de faire aussi. Alors le choc hémorragique, on a un projet qui s'appelle HemoxyShock qui est fait ici avec le professeur Osier qui est à la Cavale, donc sur l'utilisation de ce produit dans vraiment des chocs non contrôlés hémorragiques. Ce produit-là, en fait, c'est un produit, en fait, c'est exactement la même molécule que l'on va utiliser dans des milieux de culture cellulaire. Alors, milieu de culture cellulaire, vous avez tous entendu parler des anticorps monoclonaux produits par des CHO pour aller soigner ou cibler la tumeur de monsieur ou madame Intel.
Aujourd'hui, ces sociétés pharmaceutiques ont des problèmes de rendement. C'est pour ça que ces produits sont extrêmement chers. Et donc, nous, ce que l'on a montré, c'est qu'en utilisant ces produits dans des bioréacteurs, donc on a ces produits qui sont aujourd'hui commercialisés, qui sont disponibles en fait pour la recherche, on augmente considérablement en fait les croissances cellulaires. Ça, c'est ce que obtient Big Pharma, donc 3 millions de cellules au bout de 6 jours. Et ces cellules, en fait, le fait d'avoir peu de biomasse, on a très peu d'anticorps monoclonaux en fait, qui sont produits. On met notre produit à l'instant T au niveau en fait, de cette culture cellulaire, on multiplie par 4 le rendement de production de ces cellules qui vont produire des anticorps monoclonaux. Et on augmente en fait de 70 à 90% la production de ces anticorps monoclonaux. Donc ce que l'on a ici, c'est un produit qui pourrait soit diminuer les coûts en fait, de production de ces anticorps monoclonaux, ou si on se passe du côté des Big Pharma, d'augmenter les marges. On a également un projet ici en fait, avec l'équipe en fait, de Pascal Delépine sur l'utilisation de ces molécules pour les cellules souches, la médecine régénérative. Là, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'une cellule souche, une fois qu'elle voit une molécule d'oxygène, elle va se différencier. Le souci ici, c'était d'utiliser en fait, la molécule à l'état non oxygéné pour en fait, bloquer la division cellulaire de ces cellules souches. Et aujourd'hui, il y a 2 projets qui sont en parallèle dans le projet Marbiotech, c'est de recoloniser des matrices osseuses, notamment lorsque l'on fait des transplants dentaires pour mettre des implants, ou en fait des matrices cartilagineuses. Et aujourd'hui, il y a des très bons résultats qui sont en train de sortir en fait, sur ce produit-là. Et donc c'est un projet qui est en cours, qui a obtenu un financement dans le cadre en fait, d'un fonds unique interministériel qui s'appelle Marbiotech. Voilà, j'arrête là. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Donc, la place est aux questions, aux échanges. Alors, vous êtes nos maîtres. Alors voilà, le bouton, vous saurez mieux vous servir des micros que nous. Raymond Ardaillou. Je voulais vous demander, là, vous êtes passé un tout petit peu vite. Vous nous avez dit qu'il y avait un essai clinique dans l'insuffisance rénale chronique. Et vous nous avez dit qu'il y avait un essai clinique dans l'insuffisance rénale chronique. Et vous nous avez montré également un article avec la référence qui reposait sur le traitement de la fibrose rénale. Donc, le traitement de la fibrose rénale est un problème qui est majeur, puisque c'est le traitement de prévention de l'insuffisance rénale chronique. Actuellement, dans la conception habituelle, c'est une disbalance, un déséquilibre entre la synthèse des protéines de la matrice extracellulaire et la dégradation des protéines de la matrice extracellulaire, collagène 1, collagène 3, etc. Alors, de quelle manière l'oxygénation peut-elle agir? Est-ce que vous avez un mécanisme quelconque qui a été décrypté? Oui, alors je suis désolé, c'est vrai que je suis allé très vite, hein, mais il y a tellement de choses à dire. Donc en fait, l'article que je vous ai montré, c'est... Alors, l'article que je vous ai montré, en fait, c'est de l'in vitro. En fait, on est dans la transplantation de greffons. C'est-à-dire que le greffon qu'on va collecter chez un donneur, aujourd'hui, si on le préserve avec les solutions classiques d'essai clinique, UW, custodiol, HTK, le souci, c'est qu'il va se retrouver dans une solution d'eau, de sel et de colloïdes, sans possibilité d'oxygénation. Lorsque l'on utilise en fait ces produits, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des délais de fonction rénale liés juste à la préservation, ce qu'on appelle l'ischémie-reperfusion. Et le souci, c'est que cette période de 12 heures, par exemple pour le rein, va créer des problèmes de nécrose et de fibrose au niveau du rein in vitro. Lorsque l'on va greffer en fait ce rein, donc au niveau du receveur, il va y avoir des zones détruites irréversibles en fait au niveau du rein. Et donc ça va créer en fait, c'est ce qui cause le problème, notamment l'un des problèmes de reprise de fonction en fait du greffon. Et notre but à nous, c'est de protéger le greffon in vitro avant la transplantation. Chouard, est-ce que dans un esprit de retour venant du CNRS, est-ce que vous acceptez des stagiaires de niveau test de sciences ou HDR dans votre laboratoire? Ah, bien sûr, en fait, nous, on a donc moi, je suis issu de la recherche et j'ai fait aussi une thèse, etc. Bien sûr, il y a des docteurs en fait qui viennent chez nous, il y a des stagiaires, etc. Merci. Vous aviez peut-être voulu rajouter quelque chose? Exactement. Non, on est dans la transplantation uniquement, comment protéger le greffon avant la transplantation. Oui.
corps lorsqu'elle était administrée chez l'homme. Alors, quel est le mécanisme qui explique qu'une protéine du non-soi ne soit pas immunogène? Alors, ça, c'est vraiment une question intéressante, mais on est dans le domaine de l'hémoglobine. L'hémoglobine, en fait, c'est une protéine extrêmement conservée. Vous allez trouver, en fait, maintenant, quand on cherche de l'hémoglobine chez des plantes, chez des bactéries, chez des vertébrés supérieurs ou des vers marins, on va trouver les gènes de l'hémoglobine. L'hémoglobine, vous savez tous ici que la moindre petite mutation, ça va créer en fait un problème au niveau de l'affinité, et ces personnes, en fait, rendant en fait la descendance souvent non viable. Et aujourd'hui, en fait, quand on regarde en fait tous ces gènes qui codent pour l'hémoglobine, en fait, il y a quasiment une homologie en fait sur tout le règne du vivant en fait sur ces gènes-là. Donc, on a quasiment 95 à 97% d'homologie en fait sur les gènes de globine qui viennent du ver ou chez l'humain. Ensuite, la molécule n'est pas glycosylée. Il n'y a pas de sucre en fait sur cette molécule, ce qui la rend aussi peu immunogène, voire non immunogène. Aujourd'hui, en fait, ce qui va donner en fait le groupe sanguin, vous le savez tous ici, sur les globules rouges, c'est des sucres qui vont se trouver à la surface en fait du globule rouge et qui vont donner le typage sanguin. Aujourd'hui, cette molécule, c'est une protéine extracellulaire sans sucre, avec 95 à 99% d'homologie en fait au niveau des chaînes qui la composent, très très grande homologie avec l'hémoglobine humaine, très grande conservation entre même les vers marins, l'annélide et l'homme. Donc on a vraiment une très grande homologie. Ensuite, on parle d'une molécule qui fait 3,6 millions de Dalton, une nanoparticule extrêmement grosse. Alors moi je ne suis pas immunologiste, mais en fait j'ai discuté avec des personnes du domaine. De trouver en fait une protéine si grosse en fait dans la circulation sanguine, bah, on la trouve pas. Donc et puis ensuite la forme. Donc dans le comité scientifique en fait des Marina, il y avait Jean-Marie Laine qui a été prix Nobel de chimie. Lui, la forme lui parlait. Ça ressemblait en fait aux molécules en C60 qu'il avait fabriquées. Et donc pour lui, la forme a aussi un intérêt en fait dans l'absence d'immunogénicité. Donc vous comprendrez qu'aujourd'hui, donc on a des pistes. Je n'ai pas la réponse en fait de la non-immunogénicité à part ce faisceau de présomption. Une dernière question peut-être. Je comprends que tout le monde soit très intéressé par cette fabrication de néoglobules rouges et je constate que, je crois que vous l'avez dit à l'instant, vous avez au fond de ce fait détruit les notions de groupe sanguin. Puisque finalement, ce sang que vous fabriquez, il est polyvalent et par conséquent, les groupes sanguins n'ont plus lieu d'être. J'ai une deuxième question. Pour m'être intéressé à la transplantation cardiaque, dans l'ensemble, l'hypothermie, le refroidissement des organes est terriblement utilisé, et tant mieux, car il diminue considérablement le métabolisme au point de le ramener autour de 8% de l'activité normale. Est-ce que dans ces conditions, il n'y a pas une certaine forme de contradiction entre le fait de vouloir oxygéner ces organes que l'on ralentit dans leur métabolisme d'un autre côté grâce à l'hypothermie? Alors, merci de cette question. En fait, donc tout ça, ça a été aussi donc un travail que l'on a fait avec le professeur Ménaché à l'hôpital Georges Pompidou. Aujourd'hui, vous avez raison. En fait, quand on diminue la température d'un greffon, on diminue le métabolisme. Donc, mais même 8% de métabolisme, ça peut faire des dommages en fait irréversibles en fait au niveau du greffon. L'intérêt de cette molécule, c'est que ce n'est pas de l'oxygène dissous, c'est de l'oxygène lié à un transporteur d'oxygène. Donc l'oxygène va se libérer uniquement dans les zones hypoxiques, uniquement quand il y a hypoxie. Donc c'est l'organe lui-même ou les cellules de l'organe qui vont décrocher les molécules d'oxygène comme ça se passe en fait dans des processus physiologiques normaux. Et l'intérêt aussi de cette molécule, c'est que cet organisme-là, que l'on va trouver sur les plages, donc, fonctionne très bien à 4 degrés Celsius. Il fonctionne très bien à des plus hautes températures. Donc on a une molécule qui est également capable de transporter et de fonctionner en hypothermie, ce qui n'est pas le cas du globule rouge. Donc on a tout un faisceau d'intérêt d'utiliser cette molécule dans tout ce qui est hypoxie en fait, du greffon. Merci de votre réponse et félicitations pour vos recherches. Merci. Merci Franck.